So today we have a very special theme. It's about based on some articles that were written for issue 3 of the journal, which came out last year. And even though the theme of the journal was about lives and livelihoods and the role that ALE is playing to increase or improve lives and livelihoods of people, we found at the end the theme, which is very apropos, very like today, uh, that we had lots of stories from women and how ALE is playing the part in women's empowerment. And we could have easily made this journal about the theme of women, but it was already about lives and livelihoods. It's only by coincidence that women's stories came very, very strong in this issue. Today we have two such presentations for you. We have one from Mali, from Ms. Sila Fatoumata Cisse, who will present about the role of ALE in the empowerment of the economic empowerment, especially of women. I don't want to say too much about her presentation. I would rather that we listen to her presentation and we can discuss together at the end. Thank you very much, Ms. Fatoumata Cisse, for coming here today from Mali. We have a second presenter then will come. It's on the role of ALE, and the focus is on women's roles, women who are particularly in early childhood development, and how they have used ALE to improve their positions and improve their lives. And this will be presented by Dr. Kellyanne Aplum-Zokufa from South Africa. And we welcome you, Dr. Kellyanne, also today. Thank you very much for coming. I don't want to take too much time, except to say that, like with issue 3 of the journal, we find that women's stories are coming through all the time very, very strong in our work. I'm sure that for all of us, we maybe have found similar things. As we go forward, we find that women are playing a very, very important and very, very leading role in ALE and empowering communities. I'll let the presentations speak for themselves rather than talk too much about that. And I think I would like to pass to my colleague, Abdoulaye Konota, who is speaking in French, I think, who will also do the introduction now and present the first presenter to you. Thank you all very much for coming. Thank you. Donc, merci David et bonjour tout le monde. Donc, avant de vous présenter Madame Silla, je voudrais revenir encore sur l'organisation logistique. Nous vous demandons de bien vouloir vous présenter dans le chat en donnant votre nom, votre prénom, votre pays et votre organisation. Nous vous informons également que ce webinaire est diffusé, sera diffusé sur nos réseaux sociaux et nos plateformes digitales de Moja et que des photos seront prises. L'interprétation est disponible en anglais et en français. Veuillez cliquer sur l'icône en forme de globe terrestre pour choisir votre langue si vous voulez écouter, participer au webinaire en français ou en anglais. Et nous vous prions également de parler doucement, que ce soit les présentatrices, les deux présentatrices, que ce soit les participants, pour permettre à l'équipe d'interprétation de bien vous interpréter dans une des langues, vice-versa, français et anglais. Et vous aurez les informations utiles et d'autres informations sur Moja et sur le projet ACP dans le chat. Nous mettrons les différents liens sur le chat. Vous pouvez poser des questions et nous vous invitons vraiment à poser des questions pour que ce webinaire soit très participatif et très interactif parce que la thématique est très, très importante. Nous venons tout juste de sortir du 8 mars et ensuite, nous allons utiliser le chat pour partager vos commentaires ou lire les messages et veuillez garder votre micro désactivé si vous parlez. Si vous ne parlez pas, désactivez votre micro pour ne pas faire des interférences. Et je vous remercie pour cette belle attention. Et je m'en vais directement vous présenter Madame Silla, la première présentatrice.
Madame Silla est Fatoumata Hama Sissé, est la directrice nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales du Mali depuis 2021. Elle est titulaire d'une maîtrise en langue moderne obtenue à l'École normale supérieure de Bamako, qu'on appelle ENSIP, en 1997. Après avoir évolué pendant 27 ans dans le domaine des sciences sociales et de la recherche, elle s'est spécialisée dans le domaine des sciences de l'éducation. Madame la directrice nationale, Madame Silla Fatoumata Hama Sissé, a participé à plusieurs rencontres sous-régionales et internationales dans le cadre de l'éducation des adultes, la promotion des langues nationales et l'éducation non formelle, entre autres. Dans le domaine de la formation des adultes et la promotion des langues nationales, Mme Silla Fatoumata Hama Sissé a animé et modéré plusieurs panels et tables rondes. Elle a animé de nombreuses sessions de formation des adultes. Son combat actuel et à l'air demeure une prise en compte effective du secteur de l'alphabétisation et de l'éducation nationale dans le système éducatif malien, d'où son initiative, une très grande initiative d'ouverture d'une filière d'alphabétisation et d'éducation non formelle à l'école normale supérieure du Mali. Donc, il faut noter que pour la première fois, sous la direction de Mme Silla Fatoumata Sissé, une filière d'alphabétisation et d'éducation non formelle a été ouverte à l'école normale supérieure du Mali. Voilà, grosso modo, la présentation et l'introduction à ce qui concerne Mme Silla. Et sur ce, je lui passe la parole pour sa présentation. Merci bien, M. Konota. C'est un plaisir pour moi de participer à ce webinaire qui est d'une importance capitale pour moi. L'occasion que vous m'offrez est vraiment opportune pour moi et elle me permet de partager avec vous une expérience du Mali en la matière. Donc, c'est pourquoi on va vous présenter aujourd'hui un article qui a été publié au niveau du journal mondial et je vais faire un ramassé de tout ça. Donc, je vais passer à vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. S'il vous plaît, chers collègues, est-ce que vous voyez l'écran de madame? Oui, 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 oui. oui, oui, oui. Parfait. Oui, on Donc, voit l'écran, c'est bon. OK, c'est OK pour vous, c'est visible? Bon, c'est clair, c'est visible, oui. OK. Madame, s'il vous plaît, donc nous pouvons continuer, s'il vous plaît. Le rôle de l'éducation des adultes dans l'autonomisation socio-économique des femmes au Mali. Et pour ce faire, nous avons deux localités au Mali qui sont vraiment des localités phares pour les centres d'éducation communautaire. Une expérience de développement international. Il s'agit du cas des centres d'éducation communautaire de Yélékédou et de Kouloukali pour exercer des développements internationaux. Partenaires de taille dans la commission des adultes et communs. Donc, pour ce faire, nous avons un plan de présentation qui est lié de conçu. Nous avons une introduction, il y aura le contexte et l'impact général de l'éducation qui a été donnée au niveau des deux localités. Ensuite, on va parler de l'alphabétisation qui est comme fondement essentiel et au niveau de ces centres. Et puis, il y aura la formation professionnelle qui est un axe qui est vraiment pratiqué au niveau de ces centres. Et après, il y aura les activités génératrices de revenus qui sont exercées par les femmes. Et après les activités, nous allons parler des groupes de femmes et femmes pour les changements. Ensuite, il y aura des perspectives d'avenir et enfin, on va tirer une conclusion.
En introduction, je dirais que les travaux au niveau de ces deux localités, au niveau des centres, a un impact parce que ça montre que l'éducation des adultes, spécifiquement des femmes, a un impact pour leur propre éducation et pour l'éducation de la communauté. Aussi, il y a les programmes d'alphabétisation des femmes dont on va parler globalement et qui seront vraiment le sous-bassement même de toute la formation acquise au niveau de ces centres. Et il y a aussi, on va parler de la formation professionnelle. La formation professionnelle, qu'est-ce que les femmes font concrètement au niveau de ces centres de formation en matière de maraîchage, en matière de teinture, en matière de et aussi les activités génératrices de revenus qu'elles exercent qui leur permettent d'être vraiment autonomes et à travers et qui va leur donner vraiment la possibilité de contribuer à la transformation sociale. Le contexte au Mali, c'est qu'on sait qu'il y a plus de la moitié des femmes au Mali sont analphabètes. Les statistiques ont montré que à peu près 71% de la population malienne est analphabète et plus de la moitié de ces analphabètes sont des femmes, avec un accès limité à l'information et à l'emploi. Ce sont des femmes qui sont généralement des femmes opératrices économiques, des femmes de ménage, des femmes qui ont peu d'emplois terrain et que l'éducation des adultes devient pour elles, disons, une alternative durable. Et parce que ça leur permet un renforcement de la confiance en soi et ça leur donne vraiment des compétences pour qu'elles puissent exercer et avoir de l'autonomie. Et aussi, il y a l'implication accrue dans la vie de la communauté. Ce n'est pas seulement les activités génératives de revenus, mais ça leur permet d'être impliqués dans tout type de travail au niveau de la communauté. Comme impact général, on dira que l'alphabétisation et formation, il y a l'alphabétisation et la formation, les formations professionnelles qui sont vraiment des activités clés au niveau de ces centres. Et cela est d'autant plus pertinent qu'on a 1019 femmes qui sont formées au niveau de ces deux centres. Il y a des activités génératives de revenus qui ont été créées et je les disais tantôt, qui leur permet aussi d'avoir une autonomie financière et aussi sociale parce qu'elles ont leur mot à dire au niveau de la société. Ça, c'est vraiment le plus grand impact. Non seulement elles deviennent financièrement autonomes, mais socialement, elles ont leur mot à dire dans toutes les sphères de la société. Alphabétisation, la méthode de réflexe qui est un format essentiel. Grâce à cette méthode, nous avons les chiffres qui sont là au niveau des deux localités. Au niveau de Yéléké-Bougou, il y a 150 femmes qui ont été formées à cette approche et 75 à Kouloukani. Donc, j'ai dit qu'au départ, on va parler de cas spécifiques au niveau de ces deux centres. Et il y a l'approche participative qui est basée sur les réalités locales, parce que tout ce que ces femmes mènent comme activité sont des activités qu'elles mènent sur la réalité sont basées sur la réalité locale. Le maraîchage, c'est des produits locaux, les teintures, la savonnerie, tout est à base des produits locaux. Il y a aussi l'esprit critique chez ces femmes qui devient très, très développé. Elles participent à toutes les activités au niveau de la communauté, telles que les campagnes de sensibilisation contre le paludisme et la vaccination, toutes les campagnes qui sont là, parce qu'elles savent écrire, lire dans leur langue locale. Donc, elles deviennent actrices de la communauté. Et ça leur permet aussi de gérer leurs activités économiques. Cette méthode reflète rend ces femmes beaucoup plus autonomes. Par rapport aux formations professionnelles, ces formations, c'est surtout en couture, la production de pâtes d'arachide. On sait qu'au Mali, la base même alimentaire, c'est vraiment les pâtes d'arachide qui sont utilisées dans la savonnerie, qui sont utilisées pour faire des sortes. Donc, il y a la fabrication de savon, la transformation agroalimentaire, la teinture,
comme produit de beauté esthétique et aussi comme le maraîchage. Donc, ces femmes qui sont estimées, je le disais tantôt, estimées à 1019 femmes, exercent dans ces principaux métiers ici. Au niveau de la couture, nous avons des images. Voilà des femmes qui sont dans un atelier de couture. C'est des jeunes dames, des jeunes femmes qui sont très épanouies, qui deviennent des stylistes. Elles exercent, elles vendent le produit de leur travail et ça leur donne une certaine autonomie. Elles ne sont plus que des femmes de ménage, elles sont des femmes qui apprennent, elles sont des femmes qui produisent et elles sont des femmes qui vendent le revenu de leur produit. Donc voilà, c'est la couture, confection à Polokani au niveau du CEC de Polokani. Et voilà aussi des images qui montrent des femmes dans la savonnerie. Elles sont là, c'est des savons qui sont, vous voyez, savons de Yelekebu. C'est des savons qui sont là, et la première image, c'est la production du savon. Et la deuxième image, excusez-moi, c'est la mise en carton. Et ces cartons sont acheminés à l'intérieur de tout le pays. Elles sont vendues. Donc, ça les rend autonomes, ça leur permet de subvenir à leurs besoins et elles contribuent au développement socio-économique de leur localité. Donc, c'est la fabrication, toujours ça, c'est à Yelekebu. Les femmes de Yelekebu, elles sont très actives. La teinture, vous voyez cette dame qui est là, la teinture, c'est vraiment, il y a une industrie avec les basins chinois, les basins importés qui sont déjà pollués, mais il y a des dames qui sont très, très attachées à la teinture locale. C'est ce type de teinture qui est là, qui est très prisé par les femmes des différentes localités. Donc, elles sont actives en ça. Elles font ces pagnes en basin, elles revendent non seulement à l'intérieur, mais elles font même l'exportation d'éclairage. Vous voyez, ça c'est le maraîchage. Donc, elles sont en train de préparer le sol pour la culture maraîchère. Et ça, c'est des femmes de Polokani. Je le disais tantôt, il s'agit de deux centres. Les femmes qui sont à Polokani et les femmes qui sont à Yelekebu. C'est deux localités distinctes. Donc, elles sont en train de préparer ici les terres. Vous savez, au Mali, le problème de foncier est très, très crucial. Mais les dames qui sont très, très engagées parviennent à avoir des parcelles et au nom de leur groupement. Quand elles sont en groupement, les regroupements féminins parviennent à avoir des propriétaires terriers au nom de leur regroupement. Donc, elles sont salaires autonomes. Et maintenant, je vais passer à ces statistiques qui sont là. La formation professionnelle, la répartition des bénéficiaires. Nous avons en coupe et couture confection. À Yelekebu, nous avons 45 femmes qui sont très, très spécialisées là-dedans. À Polokani, elles sont au nombre de 170. La production de pâtes d'arachide, à Yelekebu, elles sont au nombre de 83. Polokani, au nombre de 80. La fabrication de savon, 74 femmes qui sont spécialisées dans ce métier et pour 50 femmes au niveau de Polokani. La transformation agroalimentaire, à Yelekebu, elles sont au nombre de 64 et Polokani, elles sont au nombre de 150. La teinture des vêtements, les vêtements, c'est surtout le bazin, elles sont au nombre de 16 à Yelekebu et 55 au niveau de Polokani. Et les services de beauté, c'est-à-dire l'esthétique, la coiffure esthétique et le DNA, etc. Au niveau de ce service, elles sont au nombre de 37 à Yelekebu et à Polokani, elles n'ont pas encore de centre dédié à ce service de beauté. Le maraîchage, elles sont au nombre de 45 à Yelekebu et pour Polokani, elles sont au nombre de 157. D'où un total de 364 femmes pour Yelekebu et 655 femmes pour Polokani qui sont vraiment dans cette
ces types de travaux au niveau de la formation professionnelle. Toujours la formation professionnelle. En gros, à Yerkebougou, 364 femmes sont formées. À Plokani, 655 femmes sont formées. Et il y a aussi, elles ont aussi l'opportunité de créer des entreprises locales. Elles ont reçu des certificats. Ça veut dire que même en dehors du centre, elles peuvent exercer ailleurs avec ces certificats qu'elles ont reçus. Et il y en a qui deviennent même des formatrices. Les activités génératrices de revenus leur permettent d'avoir une autonomie financière accrue. Ça leur permet d'améliorer le bien-être de leur famille. Parce qu'il y a même des témoignages des femmes qui disent que grâce à ça, à ces travaux, elles parviennent à encadrer leurs enfants, à faire le suivi de leurs enfants qui vont à l'école, à suivre leur santé et à gérer même tout le bien familial. Il y a l'augmentation du capital personnel. Ça réduit les conflits familiaux parce que les conflits sont surtout liés quand la femme n'a pas de ressources et qu'elle demande toujours de l'argent à son conjoint, ça crée vraiment des conflits. Et quand la femme elle-même contribue, on voit que ça permet de réduire les conflits. Ça permet l'amélioration des résultats scolaires des enfants, ça je le disais tantôt, parce qu'elles sont capables maintenant de voir ce que les enfants font à l'école et de donner leur mot par rapport à leur encadrement. Toujours les activités de revenus. Par exemple, la production de pâte d'arachide. À Kourkani, par semaine, les femmes peuvent produire jusqu'à 20 sous. C'est des sauts de 10 à 20 kilos. Et ces sauts-là se vendent à 6 000 francs CFA partout. Donc, par semaine, elles peuvent vendre de 120 000 francs CFA. À Yelkebougou, les femmes produisent approximativement 112 sauts par mois. Donc, elles peuvent vendre 162 000 francs. Elles peuvent avoir un bénéfice mensuel de 162 000 francs CFA. Donc, ça veut dire que vraiment, ces femmes-là sont des femmes vraiment engagées qui produisent et qui ont des revenus. Toujours concernant ces activités génératrices de revenus, il y a des activités clés comme la fabrication de savon, je le disais tantôt, la transformation agroalimentaire, parce qu'elles font cette transformation, les produits locaux sont transformés en jus, en pâte, et ça leur permet vraiment d'être sur le marché, compétitif sur le marché. On a vu les teintures traditionnelles, les services de beauté et le maraîchage de l'eau. Aussi, ces groupes de femmes et épargnent pour le changement, ces dames sont très engagées et elles créent un fonds de solidarité. Elles ont aussi des fonds de roulement. Et on va voir au niveau de ces groupes de femmes un système de prêt rotatif. Par exemple, dans la caisse qu'il y a, chaque mois, par exemple, telle femme peut prendre un montant. Donc, c'est vraiment réglementé. Ça leur permet de subvenir à leurs besoins. Ça leur permet d'être vraiment autonomes financièrement et de continuer vraiment des activités parce que, pas que la caisse soit vidée, elles peuvent s'en servir et contre un remboursement. Donc, ça veut dire que c'est vraiment des épargnes qui peuvent les aider à être vraiment autonomes et se passer de faire des prêts au niveau de la banque. Il y a des perspectives d'avenir. Cette perspective, c'est que ces dames ambitionnent avoir des locaux plus spacieux. Parce que plus elles exercent, plus elles ont besoin d'avoir des espaces plus spacieux pour le maraîchage, par exemple, pour la transformation, etc. Elles ont besoin d'avoir un entrepôt sécurisé. Elles ont besoin d'avoir un matériel pédagogique pour les formations en alphabétisation, par exemple, pour les formations professionnelles. Elles ont besoin aussi d'avoir des machines modernes. Et elles ont besoin d'avoir des équipements de production.
En conclusion, je dirais que l'issue de tout ce qui vient d'être dit, l'éducation des adultes est un catalyseur de transformation. Parce qu'on a vu comment est-ce que ça a changé la vie chez ce groupement de femmes. Ça peut être un moyen de renforcement de la confiance et des compétences des femmes. Les femmes ne participent pas seulement au niveau économique, mais elles sont utiles au niveau de leur famille, au niveau de la communauté. On a vu qu'elles participent aux campagnes de lutte contre le paludisme, de vaccination. Ça devient des occasions d'amélioration des conditions de vie de ces femmes et elles deviennent des femmes modèles dans leur communauté parce que ce sont des femmes qui sont productives. D'où l'importance de poursuivre ces investissements. Donc voilà, je suis à la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre aimable attention et je me donne l'occasion de poser des questions et de recevoir des questions. Je vous remercie. Merci. S'il vous plaît, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous pouvez fermer votre micro. Merci, Madame la directrice, Madame Sila Fatmata Sissé, Madame la directrice nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales du Mali. Merci et grand merci pour la qualité de votre présentation. Surtout, grand merci pour avoir partagé l'expérience du Mali en matière d'autonomisation des femmes à travers l'éducation des adultes, à travers l'éducation non formelle. Et merci une fois de plus. Et pour anticiper avant d'aller vers la seconde présentatrice, nous invitons l'ensemble des participants qui sont effectivement les praticiens et les professionnels de l'éducation des adultes, de l'éducation non formelle, qui sont en train de participer à ce webinaire, de préparer leurs questions, de poser des questions, de faire des contributions. Certainement que dans leurs pays respectifs, dans les différentes régions africaines, de telles expériences se passent. Le Mali, l'Afrique du Sud, l'ensemble des participants ici et les présentatrices des deux pays souhaiteraient aussi avoir vos expériences dans vos différents pays. Donc, sur ce, et sans tarder, nous allons Abdullah, I think he is, I don't know, he fell off. But I am going to, so I'm going to take a few minutes to introduce you to our next speaker. Okay, her name is Dr. Kaylee Ann Aplun Zokufa. She is a senior lecturer in the Institute for Post-School Studies at the University of the Western Cape in the Faculty of Education. She holds a PhD in adult education with a specific focus on early childhood development, practitioners' learning pathways, and access into higher education. Before she joined UWC, she completed her master's in curriculum studies at the University of Cape Town. Her interest shifted to adult learning during a 6-year period of teaching, training, and facilitating adult education and training programs in workplaces and ECD programs at technical, vocational education, and training colleges. Kaylee Ann is currently steering a research project that investigates the social organization of knowledge in 14 ECD centers in the Western Cape. The project aims to provide knowledge and understanding around the nature of teaching and learning in the critical area of ECD. She's also project manager of the Recognition of Prior Learning program in the Community Education and Training branch of the Department of Higher Education and Training. All right, now I will be
if everyone is ready, I will now project for you your presentation, Kaylee Ann. Please, can you just indicate to me when I need to go to the next slide? Are you ready? Yes. Thank you so much. Larisha, we can't see the slides. I see when I try to share, Landia, it says someone else is sharing. I see on my screen a Zoom currently. Someone Zoom is sharing. Oui, yes, Is it you, Shiraz? yes, it's me. You know my voice. Good. How are All you? right. I will share now. Can everyone see that? Yes. 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 Okay, thank you so much for the opportunity and blessing really to be able to share some of the work that I do. I am really grateful to the Moja Africa team for publishing my article and also for this opportunity. So, as Laurika said, I am Kaylee Ann Aplon-Zokufa, and I am based at the University of the Western Cape in the IPSS. Next slide. Okay, so this is basically just a contents page. Let me just switch the light on. Sorry, if we sit still for too long, then the light switches off. So this is just a contents page to the presentation, and I will just be systematically working through each one of those topics. Next slide. There are some definitions of the terms that I'm using, and I think most of us are familiar with the terms, but just the only ones I want to highlight are that the women that my research focuses on are early childhood development practitioners. So they are women who work with young children in ECD centers. So in some places, we call them creches. And it's basically, they are called practitioners because they are not formally qualified as teachers. Recognition of prior learning. In adult learning, we are all familiar with it, but it's basically principles and processes through which experience can be sort of located on a platform for degree purposes. So people can use the experiences to gain access into programs if they do not have the relevant qualifications to be able to access programs. And then in South Africa, we've got the National Qualifications Framework that sort of allocates different diplomas, degrees, and certificates against NQF level 1 to 10. Thank you. Next slide. So the research that I'm currently busy with started in 2017, when I started with my PhD. My purpose was to understand how mature women who were working as early childhood development practitioners and who were participating in adult learning programs were accessing higher education. Now, higher education has got specific entry points, and some of the ECD practitioners that I found during that time were trying to access higher education with adult learning programs, but higher education institutions were not accepting those programs. So one of the key questions that I had during that time, 2017, 2016, was what is the purpose of adult education? What is the purpose of adult education and adult learning programs if it cannot move people forward into programs, diploma programs, or certificate programs that they choose? Because it seems like even though early childhood development practitioners were
working as practitioners teaching young children, they didn't have the same kinds of access to become teachers or to work or to become professionally trained as teachers as other people had. Now, before I started at UWC, as Lorica said, I worked with ECD practitioners and I was working as an adult educator. And so during this time, I had these questions. What is the purpose of these programs if it cannot move adult learners forward? So then I embarked on a PhD study where I did a survey. 51 women responded to the survey. And the survey basically looked at of ECD practitioners, how many of them are trying to get into university using adult learning programs? How many are trying that and over how many years? And I found hundreds of women who were actually trying to change the course of their lives by applying to university to study teaching using the ECD adult learning programs that they were participating in. Many of these women, in fact, all of them started taking care of children on a voluntary basis because they were unemployed. They didn't have a sort of exit level qualification, school leaving qualification to get good work. And so they started working with young children as volunteers. But then during the course of working with young children, they participated in adult learning programs and then now decided they wanted to become formal teachers. So I did the survey with 51 women responded to the survey. Then of the 51 women, I selected 11 women to participate in life history interviews. And what I did was I sort of mapped their educational journeys and their career journeys within their life histories to understand what are these adult women doing, what have they done to be able to access university, and how have the context that they are living in responded to their request to access university. And so in this particular presentation and also in the article, I only focus on 4 in-depth case studies to showcase what kinds of data I was able to come across. So as I mentioned, all of these ECD practitioners, they participate in formal and non-formal adult education learning opportunities. And they do it because they want to change the course of their lives. And so here we see how adult learning and education contributes meaningfully to people's lives. These people went from unemployed volunteers. They were able to access a place where they could learn and participate in lifelong learning for themselves. They also contribute to the community because they take care of children. Many of them also opened up businesses where they were able to offer work and employment to others in the community who were also unemployed. So these women became forces for good in their communities. But we will see in the presentation just how the community responded to their plight. Next one. Okay, so in the article, I highlight some of the challenges that ECD practitioners face. The women who work in ECD in the Western Cape of South Africa, they generally can be identified as poor and they are marginalized. They are marginalized because of the economic circumstances, but also because of the educational opportunities. They live and they work in very harsh social and economic conditions, and they have limited opportunities for professional teacher development. So even though they work with young children and they teach subjects like mathematics and life skills, they themselves do not get the training because the training to teach, because they are not seen by our, I suppose, institutions. They're not seen by our government as people whom should be invested in. They don't have any job security. In the article, and later on, we will see the words of these women where they talk about the job security, and they have limited access to higher education. Next slide.
This is the story of Ruth. She was 35 years old at the time of the study. She said, I went to the principal and asked if I could volunteer there at the center. She allowed me to do that. I had a friend who told me about the college who offered ECD courses or learnerships, and I was volunteering when I received this letter to say that I had been accepted. So here one can see the fact that they start off volunteering because they are unemployed. And here you also start seeing this network of adult women helping each other, talking to each other, really creating a community of practice, because all of the women in this particular study, they heard about adult learning courses from others who were participating in there. And so we can see sort of the institutional lack or weakness here, because institutions are not going out to the communities to tell these adult women or adult learners, hey, we have these adult learning programs, come and participate. But these women are sharing this information with each other, and by doing so, they are building the network as well. Next slide. So as I mentioned, I had a survey that went out to higher education institutions in the Western Cape. 51 ECD practitioners responded. These women had applied at higher education institutions consecutively over many years, trying to get into a teaching program. I did life history interviews with 11 participants, and then I did a focus group interview to just get sort of a broader perspective of this problem. Next slide. These are the research participants, just the 11 women who participated in the life history interview. You can see that they are married with children, so they fit the profile of adult learners, and they also, their ages range from 33 right up to, I think, 44, 46. Next slide. And here's just a further snapshot of 4 participants. You can actually see that they had grade 12, which was the school, the exit level grade in South Africa. They participated in ECD. Like, for example, if we take Soraya at 46 years old, she had participated in ECD level 4. That program was for 18 months. She had worked as a foundation phase assistant. She applied at 2 higher education institutions over 3 years. So 3 years consecutively she applied. She didn't get any response. Soraya, particularly, when the 3rd year, when she didn't get a response from the university, she went into the university to ask, what happened to my application? Where can I get feedback on my application? And the administrator told her, well, you need to go there. They showed her a building where there was adult learning programs at the university, and they told her, you need to go there. That is education for old people. So she was a bit taken aback, but she went there anyway. And after 5 years of consistently applying at university, Soraya was able to gain access. So she managed to get into university. You can see Babalwa, the 3rd from the top. She's 33 years old. She did ECD level 4 and level 5, which is 3 years of an adult learning program. She applied at 2 institutions over 2 periods, but she did not gain access. At the university, they told her that you cannot get into a formal teaching qualification, because the ECD level 4 and 5 that you have is not the right entry requirement. And so they moved her into a program for adult learners at the university, but it's not a degree, it's a diploma. So she basically did the same things that she did in the adult learning program before she gained access into university. And this, for me, is a social injustice, because if you take a younger student who maybe has a grade 12, they will only have to do 4 years of a degree to be able to get a degree. But Babalwa, in her case, she does have grade 12. The only difference with her and the other students is that she's 33 years old. But in addition, Babalwa also studied 3 years in an adult learning program. She learned how to take care of children.
how to teach children, but that is not enough for her to get into the same degree that maybe an 18-year-old gets into. Instead, she slotted into a diploma program that takes another 3 years of her life. So she spends 3 years in ECD, 3 years in the diploma, 6 years, and she still doesn't have a degree. That is a social injustice. Next slide. Okay, so then the adult education and training opportunities that the participants received was ECD level 1, which is basically training for women who have a grade 9 school leaving certificate. ECD level 4 and 5 is a little bit more advanced, but each program takes about 18 months. And you have to be working as a ECD practitioners to access those adult learning programs. All of the participants also participated in short courses, such as first aid training, management skills, fetal alcohol syndrome training, and computer training. But of the 11, only 4 accessed the BEd Foundation Phase program, which they wanted to access because it's a formal teaching program, but they only did it through the recognition of prior learning. And importantly to note, each candidate took about 3 years to just get the application seen at the university. So you can see the struggle, the years of struggle that it takes an adult learner to be able to access higher education. Next slide. So these are just some of the stories of the women. These women all participate in adult learning programs, and you can just hear the passion in their voices. You can see the difference that adult learning makes to these women's lives. Eleta said that this is a journey that I never thought I would be on. Now that I'm working here, I must bring change. There's a lot that I can do, especially now that I'm giving this opportunity to be a principal. So Eleta went from being unemployed to being a teacher, and then she was able to get a job as a principal. So she managed the center, and she's saying what difference that journey makes for her. Koleza said that she wants the children to be better leaders, and she wants to share, she wants them to share the experience of becoming better leaders with her. So you can also tell that these women, they become good teachers because of their own background and their own challenges that they have experienced in their life. Next slide. Koleza also further said that she wanted to get a better job. I think one of the assumptions that we make about people who access education at a later stage in their lives is that they don't do it for a better job. I'm not sure where that assumption comes from, but all of the women in the study, they wanted to become formal teachers, getting access to an actual salary, and they wanted to change their lives. But somehow the context within which they fall in higher education institutions don't think that they should gain access at their age, and they also don't think that they are able to change the circumstances of their lives. Litemba said that she said she worked in 2017. Teachers went on strike for their monies October, November, December. And she said that when she came back December for work or January for work, the gates were closed and there was no work anymore. So as ECD practitioners, they work in very unstable environments. There's no job security. And as a result of that, they want to go to university to get a degree as well. Next slide. So as mentioned before, these ECD practitioners, they build communities of practice. And so there's a lot of social learning that happens. There's a community where they build each other and they are able to sort of build resources around their network. It says participants, they shared resources and they share tools with each other. Through regular interaction, participants engaged in collaborative activities, exchanged experiences and information. Next slide. So for me, this
communities of practice shows how adult learning and education has offered meaningful support to these women to change the circumstances of their lives and their livelihoods. They were able to go from unemployed with limited skills to greater confidence, knowledge, and skills, and also gaining access to adult learning programs. One of the things that really also comes out for me in this communities of practice is that adult learning and education is located within the people. You know, institutions don't go out, like I said, to the community to share adult learning, education and training. They don't go out and say, this is what is available for the people. The people share what is available as they find the information. So adult learning and education is still marginalized. It still lives on the periphery of institutions, post-schooling, post-school education and training. Adult learning and education is on the outside of that, right? That is why these people, their applications get slotted into the adults, the old people, because adult learning and education lives on the outside of higher education, but it's the people who still keep it alive. It's the people who still give it meaning, but we can see the power that it has to change lives, to change communities. Even my sample is very small, but there are many early childhood development practitioners out there who have taken this route from unemployed to an adult learner, and the power of adult education really, really still lives in this community of practice. Next slide. Yes, it's so I conclude by saying that the experiences of the women involved in my research shows how important ALE is in supporting the growth, knowledge, skills, and confidence of materially poor, marginalized people. It also helps people build livelihoods and contribute to economic development, even if it is in limited ways. In addition, ALE remains on the margins of society and on the margins of post-school education and training, but it continues to offer hope to communities and empower those excluded from mainstream social and economic development. Yes, next slide. Those are some of the publications that have been out on the research that I do. Last slide. And there's my contact details if anyone wants to get in contact with me. Thank you so much. All right, thank you so much, Kaylee Ann, for that presentation. We want to open the floor for plenary discussions, so we want everybody to use the chat, or you can raise your hand and we will unmute you, and then you can ask your questions to our two presenters based on their presentations, or even if you just have a comment or reflection, like Abdullah said, from your own experiences from your country and regions, with regards to anything that is related to what they said. Yeah, so without further ado, I am opening the plenary now for everybody. So please, any questions, you can direct it to our presenters. Chers participants, si vous avez des questions, et nous savons que vous avez plusieurs questions, s'il vous plaît, veuillez poser vos questions, levez vos mains et posez vos questions. Mettez vos questions dans le chat. Et la thématique, c'est sur l'autonomisation des femmes à travers l'éducation des adultes. Et je vois que tous les participants sont du domaine. Je vois Mme Fatmata Dabo de la Guinée. Je vois Mme Carole de Pamoja. Je vois Brice Kwasi, qui est du domaine de la Côte d'Ivoire. Je vois beaucoup de participants de l'Afrique du Nord aussi, qui sont du domaine.
S'il vous plaît, veuillez poser vos questions et veuillez apporter vos contributions, surtout les expériences que vous avez vous-même eues dans vos différents pays. Parce que nous pourrons dire ici que nos dames ont été autonomisées à travers elles-mêmes, à Monsieur travers Konota, j'ai levé la des main. adultes. OK, vas-y. Merci, Madame Caro. Ok, merci beaucoup aux deux intervenantes pour la qualité des présentations. Ici, ils ont coupé le courant, donc c'est un peu flou. En fait, ma question, ça s'adresse aux deux présentatrices. Nous avons vu que les femmes ont un grand potentiel et elles contribuent énormément dans l'économie de nos différents pays. Mais paradoxalement, c'est au niveau des femmes qu'il y a les taux d'analphabétisme les plus élevés. Mais à travers tout ce que les organisations de la société civile font, à travers tout ce que l'État fait et les partenaires techniques au développement, on voit une professionnalisation des activités des femmes et il est très édifiant à cet effet. Ma question est de savoir pourquoi, malgré tous ces efforts et malgré tous ces programmes qui sont mis en place, les femmes continuent d'être vraiment vulnérables. Elles continuent d'avoir des conditions de vie les plus difficiles et elles ne s'en sortent pas sur le plan social, économique et voilà. Merci beaucoup. Madame Silla et Madame Kéliane, si c'est bien prononcé. Madame Silla, vous avez compris la question. L'Orisha est notre partenaire de l'Afrique du Sud, Madame Kéliane, si j'ai bien prononcé. Have you understood the question of Madame Carol? No, no. No, No? no. Okay, in short, she said that, I can translate it for you. She said that despite all the activities, all the efforts, all the projects, all the programs that are channeled towards women empowerment, yet the level of illiteracy among women is higher. Okay. Is higher than among men. What is the cause of that? What is the reason of that? The literacy levels of the women in my study, or why is it that women's literacy levels are illiteracy levels are higher? I'm talking globally. I say that globally, the literacy level of women are very high, especially here in West Africa. But we can see that there are a lot of programs that were dedicated for women. And we can also see that the women are doing their best to gain capacity and to professionalize their activities. How can we explain the fact that the women continue to deal with poverty and they are still vulnerable despite all those programs that are in place for them? Thank you. Okay, thank you. I think one of the things that I found is that women's opportunities are shaped by their responsibility and their role of childbearing. So responsibilities towards family and childbearing normally keeps women in the home, and then they don't have opportunity to go out and participate
but even if they do participate, sometimes they cannot participate meaningfully. Like, for example, some of the participants in my study, they will say that they've decided to apply in 2 years' time because this year and next year they still want to sort their children out. They still want to take care of their children and be there for their children. Many women, so the teaching programs at university, most of them are full time programs. So if women participate in those programs, they cannot work. And that's one of the reasons why many of them say, while they want to apply, they cannot because they have to work, they have to take care of the children. So women bear the brunt of the family responsibility, even in times where there is a man in the home. Like, for example, Suraya. Suraya was at university during COVID-19, and she said that her husband was also at home, and she said while she was studying, she had to make samosas, she had to bake sort of buns to sell while she was studying online because somebody had to provide. So even women bear the brunt of poverty throughout the world, and more so in Africa, and women also bear the brunt of the responsibility of the family. That is what statistics show. That is why women have higher illiteracy levels and the opportunities are also more limited. My argument is one of the reasons why early childhood development as a sector is so unstable is because women work there. Do you think that if men were working, taking care of children in that sector, that there would still be no salaries and women would be treated the way that they are, where they don't have job opportunities? That is my personal argument. I haven't made it in research yet, but I really hold to that. Thank you. Thank you very Merci. much. Pour répondre à la question de Carole, je me permets de remercier Carole et les autres intervenants pour l'intérêt qu'elle porte pour le sujet. Et en guise de réponse, je dirais que les femmes, malgré tout ce qu'il y a comme opportunité qu'on leur offre, malgré tout ce qu'il y a comme programme, comme projet mis en place en faveur des femmes, elles restent dans la grande pauvreté, elles restent marginalisées à cause des pesanteurs socio-économiques. Il y a Madame Kélian l'a dit tout de suite, c'est parce qu'elles ont la surcharge de la famille. C'est des femmes, elles ont beau avoir un revenu élevé, elles ont beau être des femmes engagées, il y a le poids de la famille, il y a le poids des enfants. Tout pèse sur la femme qui doit faire face non seulement à ses propres charges, aux charges de sa famille, aux charges de la belle famille. Quand le mari est malade, elle est obligée de subvenir à ses besoins. Et très généralement, dans les zones où sont installés les centres dont on a parlé, c'est des zones où les hommes n'ont pas de grands revenus. Donc, ça veut dire que la femme qui a l'opportunité d'avoir une source de revenus devient la financière de la famille. Donc, c'est ce qui fait que, malgré tout ce qu'il y a comme initiative pour faire émerger les femmes, pour leur donner l'opportunité de travailler, de contribuer à la famille, elles sont toujours dans l'extrême pauvreté. Elles ne parviennent pas à être autonomes comme elles le veulent, parce qu'il y a quand même des charges qui pèsent beaucoup. Et dans ces contrées, on voit que les femmes vont au marché. Elles vont dans leur centre pour travailler. Et c'est après tout ce travail qu'elles payent les conditions pour venir faire la cuisine à la famille, pour nourrir l'homme et les enfants. Donc, c'est ce qui fait qu'elles ont la peine vraiment à émerger et à être autonomes comme on le souhaite. Donc, voilà un certain nombre d'éléments de réponse que je dis suite à la proposition de Kélian, que je remercie aussi comme intervenant. Je vous remercie. Merci.
Je vous remercie, Madame Silla. Dans le chat, il y a quelques questions qui sont posées. Il y a une question qui est posée à Madame Silla, à savoir quelles sont les mesures que le gouvernement du Mali a mis en place pour assurer la réduction du taux d'analphabétisme au niveau du Mali, dans le domaine effectivement de l'éducation des adultes. Quelles sont les mesures mises en place dans le domaine de l'éducation des adultes pour diminuer et réduire le taux d'analphabétisme au Mali? Bien, donc, je vous remercie. Par rapport à la réduction du taux d'analphabétisme au Mali, je dirais qu'il y a une grande mesure qui a été prise à travers la Constitution de juillet 2023, qui, en son article 31, stipule que nos langues nationales sont les langues officielles du Mali et que le français est la langue de travail, et que l'État peut prendre toute autre langue comme langue de travail. Donc, ça veut dire que c'est une grande opportunité qu'on offre vraiment au département de l'éducation et à notre sous-secteur pour que les langues puissent être non seulement des langues, l'instrument de travail, l'instrument d'enseignement et l'instrument par lequel se font toutes ces tâches. En dehors de ça, il y a un programme qui était appelé programme vidéo d'alphabétisation, qui est même un programme national d'alphabétisation, où toutes les couches, que ce soit les jeunes non alphabétisés ou bien déscolarisés, les femmes qui sont dans le besoin d'alphabétisation, tout le monde a accès à vraiment ces centres. Mais on déplore que ce programme qui a été vraiment d'une importance capitale pour notre sous-secteur, que ce programme est pris fin. Mais il y a quand même des mesures. Ces mesures, c'est quoi? C'est les centres d'apprentissage féminin. Ces centres d'apprentissage féminin, ce sont des centres qui hébergent, qui forment, comme son nom l'indique, des femmes non scolarisées et déscolarisées, qui leur apprennent des petits métiers et qui leur trouvent des opportunités d'installation après la formation. Là, il y a la coiffure esthétique, il y a le tissage, il y a la savonnerie, il y a tous les métiers qui sont exercés au niveau de ces centres de formation. Et il y a les centres d'alphabétisation fonctionnelle qui, malgré la rareté des ressources, parce qu'on sait que le Mali est un pays qui est présentement en guerre, sont au niveau de nos académies d'enseignement. Au niveau des académies d'enseignement, il y a des centres d'alphabétisation fonctionnelle qui sont à la portée de toutes les populations. Et en dehors de ça, nous avons au niveau de notre direction, la direction nationale de l'éducation non formée des langues nationales, un grand centre qui donne l'opportunité de former dans les 13 langues officielles du Mali. Donc, même présentement, nous avons des auditeurs qui sont là, qui sont formés, et parmi ces auditeurs, il y a toutes les couches, il y a des docteurs, il y a des enseignants, il y a des diplômés chômeurs qui sont à la recherche de travail, et on leur offre, après un mois de formation, des attestations de formation. Donc, voilà un certain nombre de mesures qui sont là et qui sont proposées par le département et exécutées par notre direction. Je vous remercie. Monsieur Konotan, si vous permettez. Oui, Monsieur Brice, vas-y avec vos questions, s'il vous plaît. Ok, merci. J'ai mis quelques contributions dans le chat, mais il y a tellement de choses à dire que je voudrais pouvoir les formuler en termes de contributions et questions. D'abord, merci à nos deux présentatrices. Ce que je retiens de leur présentation, c'est que d'une part, nous avons des femmes qui, grâce à la réflexe, arrivent à se prendre en charge, donc qui bénéficient d'une offre d'éducation des adultes qui contribue à leur autonomisation. Et donc, elles arrivent, grâce à cette action-là, à leurs besoins satisfaits au niveau du Mali. Maintenant, j'ai une question qui va suivre. Au niveau de l'Afrique du Sud, je me rends compte, par contre, que là-bas, il y a certes l'existence d'un cadre national de certification, mais
l'accès à l'éducation supérieure qui devait être facilité, malheureusement ne l'est pas. Parce qu'avec l'étude qui a été menée par Dr. Aploun Zokoufa, si j'ai bien noté, on se rend compte que l'accès est limité à ces dernières. Donc, au Mali, on a satisfaction des bénéficiaires. Afrique du Sud, accès limité. J'ai donc une question à l'endroit de chacune des présentatrices. D'abord, à la directrice de l'éducation non formelle au Mali. Étant donné que les communautés qui ont bénéficié de la Reflect, on a pu voir les retombées très clairement. Quel est le poids des programmes de la Reflect dans la mise en œuvre des programmes d'alphabétisation au Mali? C'est-à-dire qu'on doit faire une estimation, est-ce que c'est la pratique qui est la plus mise en œuvre? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est voilà, en termes de pratique, parmi les autres programmes qui sont mis en œuvre en matière d'alphabétisation et d'éducation des adultes? Je ne sais pas si ma question est assez claire. Donc, au niveau de la deuxième présentatrice, ce que je voudrais savoir, c'est en quel sens le cadre national de certification est-il efficace pour faciliter l'accès à l'éducation des adultes à ces femmes qui on voit que sur le plan de la pratique, elles ont de l'expérience qui peut être valorisée. Est-ce que le cadre, il est assez fonctionnel pour aider ces dernières-là, ou bien en quoi est-ce que ça les aide véritablement à valoriser cette expérience qu'elles ont? Voici donc ma question à chacune des présentatrices. Merci. On peut aller aux réponses. Oui, s'il vous plaît, madame. Donc, merci, M. Brice. Ce que je vais dire, c'est que la méthode Reflect, qui a été expérimentée au niveau des centres DBV international, est présentement approuvée et nous sommes en train de réviser la politique de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle présentement au Mali. Et ça fait partie des suggestions de généralisation. On a proposé dans cette nouvelle politique qu'un certain nombre d'expériences, telles que la méthode de Reflect, initiée et expérimentée par DBV international, soient généralisées parmi tant d'autres au niveau national. Donc, cette politique qui est en révision est pratiquement terminée parce qu'on a validé le document et techniquement et dans les prochains jours, ça va rentrer dans la procédure d'adoption par le gouvernement du Mali. Donc, si ce document parvenait à être adopté, cette politique sera adoptée, ça sera vraiment une aubaine parce que on a vu que à travers la méthode de Reflect, vraiment il y a des résultats concrets. Ces résultats peuvent être vraiment mesurés, peuvent être généralisés sans qu'on ne révise notre politique. Donc, ça veut dire qu'on est là-dessus. Et on espère que dès que le document sera vraiment approuvé par l'État, le gouvernement du Mali, on va passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à la généralisation de la vie. Je vous remercie. J'en ai fini comme élément de réponse à M. Merci. Please, Madam Clean, j'ai if la you main have levée. Hello? Yeah, there was a second question Lorisha? that was directed to you, Kaylee. Did you get it? Did you catch that question? No, no, I didn't. I'm so sorry. OK. Yes, Mr. OK. Brice. Je reviens donc avec cette question. Ce que j'ai demandé, c'est que nous voyons que en République,
sud-africaine, il y a un cadre national de certification qui est en place. Le rôle, normalement, de cet outil, c'est de faciliter l'accès à des degrés d'éducation à des personnes dont on peut certifier de la maîtrise en termes de pratique. Or, ces femmes des ECD, elles ont une expérience. Alors, dans quelle mesure est-ce que le cadre national de certification facilite l'accès à l'enseignement supérieur de ces personnes? Est-ce qu'il n'est pas assez connu, il n'est pas encore opérationnel? Je voudrais comprendre un peu à ce niveau. Lorica, do you mind just stating the question again, if you can? Okay, so my question that I want to ask now with regards to that is if he is referring to the recognition of prior learning framework, maybe, because he was asking the fact that these women have experiences and so on. So there is something in place in South Africa to help people who come with experience, but they don't have, you know, the like you said, the matric and the entry level things. So he wants to know, like, what is the problem? Why isn't that framework able to assist? Yes. Yes. Okay, thank you so much. And I'm sorry for my limited understanding. So in South Africa, recognition of prior learning is available. And as I said, 4 women gained access through recognition of prior learning. But the South African Qualifications Authority has put a cap on RPL. So for each program, only a certain percentage is allowed. So for example, 10% is allowed access through RPL. So for example, if we have 500 students in a program that have gone through the traditional route, then only 10% of that group can gain access through RPL, meaning that people must wait their turn. You know, and so every year, for example, at UWC, we do have our people gain we have lots of people who apply for RPL. So if 200 people apply, maybe only 20 will actually gain access in that year. And then you will have to apply next year again. And sometimes they do take people who are more technically savvy, people who can work with a computer better. And so unfortunately, in South Africa, recognition of prior learning is not working for adults the way that it should, because it was created for adult learners. But more and more young people who don't have the required entry-level certificates, they are now using RPL to gain access. And so it cuts the older people out. But that is why it's a slow process through RPL. Yes, I hope it answers both questions. Yes, I think so. I think that is correct, right, Mr. Bryce? She answered your question. Okay, we have 2 more hands, so I'm thinking we should take the 2 hands and then our presenters can then answer those 2, please, because I see the chat is quite active and we haven't looked at it yet. So we're gonna give is it Fatoumata a chance, Dabo, and then Mr. David, you can go afterwards. Allô? Merci beaucoup. Allô? Yes. Vous me recevez? Yes, we hear you. You can continue. OK. Merci beaucoup et merci aux 2 panélistes. Un thème vraiment pertinent et qui recadre la participation des femmes dans les pays subsahariens. Eh bien, mes questions sont adressées à Madame la directrice. Vous savez que le Mali et la Guinée, nous avons presque le même contexte. Et je voudrais savoir, parce que les 2 villages, les 2 préfectures, je ne sais pas si c'est localité que vous avez présentées, Yeleké-Bougou et Kolokani, ils sont tellement structurés que je me pose la question de savoir
ce sont des groupements mis en place par l'État ou bien c'est la localité même qui a organisé ces groupements. Et deuxièmement, ces activités génératrices qui sont autour de ces deux localités. C'est un financement de l'État ou bien des partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement parce que c'est vraiment des approches pertinentes qu'on peut dupliquer dans nos pays, surtout que j'avais vu le directeur qui était en ligne. Merci beaucoup, c'était sur ces deux questions. Merci. Merci bien, Fatmata Dabo. Et comme vous l'avez si bien dit, nous avons les mêmes réalités en Guinée et au Mali. Et il est que beaucoup et Burokani, les groupements de femmes que vous avez vus sont des groupements mis en place par les collectivités. C'est des femmes, les collectivités sont tellement organisées qu'elles mettent en place des groupements de femmes. Et ce sont des groupements qui reçoivent des financements des partenaires. L'État, souvent, quand l'État a certains financements ou bien a des partenaires qui sont là, on les oriente vers ces groupements qui sont bien structurés. Donc, ça veut dire que les financements que ces groupements reçoivent sont de développement international et d'autres parties. Donc, j'ai répondu du coup à vos deux questions. Et la première question, c'est-à-dire les groupements bien structurés, mis en place par les collectivités. Ce sont les femmes elles-mêmes qui vont vers la mairie, qui cherchent à former une association, un groupement de femmes, ou bien des groupements de femmes qui vont même en fédération. Elles créent une fédération, il y a un groupement, plusieurs groupements qui créent une fédération, et ces groupements, ces fédérations et groupements ont beaucoup plus de chances d'avoir accès au financement des partenaires qu'une femme qui se lève individuellement pour aller chercher un financement. Donc, elles cherchent leur récépissé. Elles élaborent leur statut et règlement intérieur. Et sur la base de ce statut et règlement intérieur donné par les autorités locales et par la préfecture, l'administration, elles vont à la recherche des financements. Et dans le cas du projet des CEC et de cette retraite, elles bénéficient du financement du DVB international. Donc, l'objet de notre article est surtout l'intervention du DVB international au niveau de ces deux localités, il est que vous et Kolkat. Je pense que j'ai bien répondu à votre question. Oui, merci vraiment. Merci. Les deux localités sont des communes rurales. Ce sont des communes rurales. Ok, merci beaucoup. Merci. Nous passons la parole à David. David, please, for your question. Hi. Okay, my question is directed to Dr. Kellyanne. I think you've answered in part already. Sorry, I'm changing the audio. I think you've answered at least half of it, but obviously the barriers that people are facing in accessing this RPL, this recognition of prior learning as a way to get into different courses, it's not working, as you said, for some people. And we know from many countries that if this pathway is too difficult, if somebody says, well, I don't recognize very well what you already know, and you must spend years in the case you gave where somebody was asked to spend years learning what they already know, basically, in order to access certain things. So this seems like in the case of South Africa, and I don't think it's unique by any means to South Africa, but it's true of many places, that RPL is not working for some people. It's a little bit symptomatic that ALE is down low on the list, usually, of governments compared to other things. And anyone who's not, that younger, as they say, a young age, is considered, oh, it's just ALE, they're older. But my question for you is really, I don't like to use the word solution because I think it's, we deal with complex problems and it's hard to find solutions. But
What, in your opinion, how do you think this could be mitigated or resolved? Thank you for your question. I've been thinking about that a lot because even working with these adult women, sometimes when we have workshops and so they come to these programs for solutions as well because they don't want to be the sort of the phenomenon to be studied all the time. But I think a very practical solution could be to bring the degree programs into the ECD Center. And I've mentioned this to my department as well, because we focus on adult learning. During the day, they teach the children ECD. During the evening, we bring the degree program into their space. That cuts out transportation, which many of them struggle with. It cuts out the fact that they have to move out of their learning space already. Because for adult learners, the environment contributes to their ability to learn. So if they're already in a confident, comfortable space, there are universities that offer the B.Ed Foundation Phase program online. So having something like that where they can access it. But a program that specializes in RPL for ECD practitioners into this program. So the program must be built on RPL because as you say, David, we are very sort of upset about the way that RPL is run, even here at our institution, because more and more younger people are attracted to it because they themselves don't have the qualifications to access degrees, and so they use it. But then what happens to the adult learners for whom RPL was created? So we need a program, an adult learning program that is built on RPL already. The entrance requirement must be through RPL. And I think it's possible. It really is possible, but we still have some time to get there. ECD has been prioritized in South Africa now, it has been prioritized. It's shifted to basic education, but we really need the understanding that adult learning matters. It matters if people learn in the adulthood. Yeah. Okay, thank you. S'il vous plaît, il y a M. Jakarja Diara, le directeur adjoint de l'éducation non formelle et des langues nationales du Mali, qui a posé une question à Mme Kylian. Je crois qu'elle a répondu à la question, mais on peut reprendre encore. Quel est le mécanisme de certification des femmes en fin de formation en Afrique du Sud? Quelles sont les conditions d'accès à ces formations? Allô? Hello? To Kylian, that was directed at you. Do you mind just rephrasing it for me? Laurika? Can you repeat, Abdullah? Il y a M. Jakarja Diara, Deputy Director of Non-Formal Education and National Languages of Mali. Il a posé une question à Mme Kylian. Quel est le mécanisme de certification des femmes en fin de formation en Afrique du Sud? What is the mechanism of certifications of women at the end of their own training in South Africa? What are the conditions to have access to these trainings? Okay. Is it okay for you? Yes, thank you. So You're welcome. Thank you. So they only need to be working at an ECD center. They need to be working at a registered ECD center 4 days a week, and then 1 day they go to the college to get the ECD qualification.
So that's the only requirement. And it doesn't matter if they haven't been working in ECD for long. They must just be working at an ECD center for the practical component, and then they go to the college 1 day a week for the theory. Yeah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous avons beaucoup de contributions. Je crois qu'on va partager les contributions. On ne va pas les lire toutes ici. Nous avons beaucoup de contributions de l'Afrique du Nord dans le domaine des activités génératrices des femmes, pour l'autonomisation des femmes, de l'Algérie, je crois, de beaucoup de pays aussi. Nous avons des contributions. Nous n'allons pas lire les contributions ici, mais nous allons partager les contributions avec, parce que ça aussi, c'est l'objectif de Moja, c'est de vous mettre en communauté, de faire en sorte que vous vous connaissez. Donc, Madame Kylian, vous avez répondu à la question. Si vous avez d'autres contributions à partager aussi avec la Direction nationale de l'éducation non formelle du Mali, n'hésitez pas, vice-versa. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore, d'autres participants ou des contributions? Je peux intervenir là? Oui, tout à fait. Ouais, bonsoir tout le Dahia. monde. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis d'Algérie là, donc je suis exactement de Béjaïa. Je suis dans une ville côtière à l'est de la capitale algérienne. Donc effectivement, pour la certification, pour connaître un peu la validation, c'est-à-dire des acquis professionnels ou c'est-à-dire de l'éducation des adultes, nous on le fait, c'est reconnu par nous permettons justement à des femmes et même à des jeunes aussi qui veulent suivre, c'est-à-dire ils font de l'alphabétisation et puis ils sont versés vers la formation professionnelle où on améliore le savoir-faire de ces femmes-là ou de ces jeunes. Et puis donc on signe une convention avec un établissement de formation professionnelle où il y a des attestations de qualification qui sont délivrées par cet établissement officiel de l'État. Et cette attestation de qualification fait valoir. Donc, ces personnes peuvent effectivement se lancer dans des projets entrepreneuriaux ou se lancer dans la création des activités ou des ateliers à petite échelle. Parce que quand même, on n'est pas là pour en faire des entreprises à grande échelle, mais du moins pour effectivement générer des revenus. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire. Donc, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'Afrique du Sud ou au Mali. Donc, on peut effectivement faire des conventions soit avec des établissements de formation ou avec l'université ou carrément avec, c'est-à-dire des instances, c'est-à-dire des institutions qui transmettent le savoir pour qu'il y ait cette reconnaissance d'attestation. Ou carrément, c'est-à-dire quand on voit un petit peu quand même l'Afrique, que ce soit l'Afrique du Sud ou quand je dis l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, donc il y a des attestations qui sont internationales, donc qui sont reconnues au niveau international, comme vous avez comme l'Organisation internationale du travail, qui sont reconnues au niveau international. Donc même si on le fait en Afrique du Sud ou au Mali, on peut effectivement être, c'est-à-dire suivi par l'Organisation internationale du travail, où l'attestation, elle est valable. Donc, il y a des possibilités si maintenant les conditions ne sont pas réunies dans certains pays. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire. On peut effectivement recommander les personnes c'est-à-dire qui sont en contact avec l'Organisation internationale du travail, du moins, parce que quand même, c'est une organisation qui est reconnue au niveau de tous les pays du monde. OK, parfait, madame. Donc, Moja, effectivement, est là pour favoriser ce réseautage, cette coopération entre les différentes régions de l'Afrique pour ce qui concerne l'éducation des adultes en Afrique. Donc, vous pouvez effectivement partager vos expériences avec vos collègues d'autres régions. Et si vous voulez le faire, vous pouvez effectivement nous passer les ressources et les différents projets ou informations à partager. Nous nous ferons le plaisir à travers la plateforme Moja de les partager. Donc, je crois qu'on a eu un bon temps ensemble, presque à peu près 1h15, 2h, on s'assimile vers 2 heures de temps. Est-ce qu'il y a encore des questions pertinentes? Je vois, il y a Madame Silla, la main levée. S'il vous plaît, on vous donne la parole. Merci, M. Konota. Moi, ma question... Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Au niveau de notre pays, au Mali, le problème réel qui se pose, c'est le Madame problème... Silla, la main est levée. Vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas?
Oui, Allô? on vous entend, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je voulais dire qu'au Mali, nous avons un problème énorme de certification. Et Madame Kéliane a dit que vraiment son travail était sur cet aspect. Vas-y, ou bien c'est la connexion, problème de connexion à mon niveau ici. C'est un problème. Vous ne m'entendez pas? Allô, Madame Silla? Oui, vous ne m'entendez pas? Moi, je vous reçois parfaitement et je vous reçois bien. Donc, c'est certainement au niveau de connotation que se pose le problème. Ouais, je le reçois également. Hein. Ok. Donc, ma question s'adresse à Madame Kéliane. Avec son expérience, elle a expliqué que vraiment son étude s'est intéressée au problème de certification. Et nous, au Mali, le problème majeur que nous avons, c'est comment certifier les participants qui ont fait nos cafés, qui ont fait les CED, qui ont fréquenté les centres et qui ont sinon que de simples attestations signées par le niveau local. Donc, est-ce qu'elle peut vraiment nous orienter par rapport à toute son expérience en matière de certification? Voilà ce que je voulais demander. Je vous remercie. Madame Kéliane. Vous avez compris ma question? Lorica, would you mind just Okay. So Marcella's question is regarding certifying people who they are training in this adult education, right? So they receive local certification, but it's not recognized. You understand? So she's asking if we have a way in South Africa of actually certifying it so that it's recognized. Yes. That is what we are fighting for at the moment. The universities don't want to recognize it as to access. They say that it is adult learning and you cannot use that to enter a university program. So that is what we are fighting for. And that is why the women have to go through RPL to recognize the experience. But RPL takes long, and as we have mentioned, it still excludes some people. So at the moment, that is what we are fighting for. We are fighting to create certification that will be recognized and to somehow help institutions understand, because many institutions, even if they have RPL, they themselves don't know how to RPL someone. And even if they have RPL, they don't actually agree with RPL, because RPL says you can take someone's knowledge, experience, and you can identify that as knowledge as well. So many people, even at university, they don't agree with RPL. They say that you cannot take an ECD practitioner who has worked in ECD for 7 years and say that person has a certain level of theoretical knowledge. So that is also still a challenge. Marcella, did she answer your question? Or were you referring to higher education institutions? Or were you talking general, Marcella? Madame, est-ce qu'elle a répondu à votre question? Est-ce que vous parlez de la certification au niveau de la formation professionnelle ou vous parlez de la certification d'une manière générale, même au niveau des instituts de formation? Par exemple, je suppose qu'au niveau de la filière NTIP, la ANF de l'ENTIP, il n'y aura pas de problème de certification ou de diplôme à ce niveau. Peut-être certainement que vous parlez de la formation professionnelle. Je parle sur la formation professionnelle au niveau des centres. Le cas spécifique du café de Calabacoura, des différents cafés. Madame Kéliane, Madame Silla is talking about vocational training. Oh, yes. As far as the vocational training, what is the formal mechanism of certification at the level of the vocational training? Yes, so je crois que nous sommes sur une thématique qui est très importante. Nous pourrons continuer longtemps et
n'allons pas finir. Il y a 2 participants qui ont la main levée. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut prendre les questions de ces 2 participants et commencer à nous limiter et peut-être aller vers la fin de ce webinaire? Yes, so they do get a certificate. Like I mentioned, they will get an ECD level 1 or an ECD level 4 certificate. But it means very little Hello? in terms of economic development. They can't use that certificate to go back to the ECD center and say, pay me more money. They don't get paid extra for getting the certificate. They can't use it to access other programs. So the adult learning program is also a dead end for them. Yes, it does give them access to ECD, which they have through experience as well. But in terms of further training, further education, in terms of higher salaries, it's a dead end. So that is one of the things that we are trying to work on now, but it's quite difficult. All right. I see 2 more hands. Yes. If it's Nous short, pouvons can leur donner la parole Yes. rapidement, s'ils posent leurs questions rapidement, les 2, parce que la thématique est très intéressante. Monsieur Abdoulaye Amadou, vous pouvez aller rapidement avec votre question et ensuite Monsieur Abdraman. Et sur ce, nous allons vous demander, parce que c'est une thématique qui est très, très importante, nous allons vous demander qu'après ces 2 questions, nous allons maintenant aller vers la clôture de ce webinaire, de cette session. Abdoulaye Amadou. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci pour la présentation, Madame la directrice au niveau du Mali et nos collègues en Afrique du Sud. Merci. Comme vous avez dit, c'est une vraiment thématique importante. Moi, j'aimerais juste ajouter quelque part, bon, je suis de la Mauritanie. Et sûrement, vous avez parlé des AGR. Nous aussi, bon, c'est le même contexte, c'est la même situation. Mais à notre niveau, on développe aussi des AGR sur la poissonnerie, entre autres, quoi. Voilà, l'agriculture aussi maraîchère, des activités maraîchères. Merci pour la contribution. Monsieur Abdraman Ba. On n'entend plus rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle toujours? On n'entend plus rien. Monsieur Abdraman Ba, vous pouvez aller. Monsieur Abdraman Ba. You are on mute, Mr. Abdraman. S'il vous plaît, son micro doit être fermé, quoi. Son Monsieur micro est Abdraman Ba, fermé. votre micro est fermé. Oh, oui. Oui. Ok. Son micro est fermé, monsieur Abdraman Ba. Il a levé la main, mais son micro est fermé. Donc, il peut mettre sa question sur le chat. Ça va? S'il nous entend. Ça va maintenant? Je crois que ça va. Oui, ça va, on vous entend, oui. On vous écoute. Voilà, merci bien. Je disais que je remercie vraiment les 2 présentatrices par la qualité de leur présentation. Sur moi, j'ai une petite contribution et puis une question à l'adresse de Madame de l'Afrique du Sud. Ma contribution, c'est vraiment dire qu'au niveau du Mali, comme l'a dit Madame la directrice, les femmes sont très, très engagées. Et pour bonne preuve qu'aujourd'hui, je suis même ici à Kolokani, en train de former des femmes qui sont dans le domaine de l'élevage, des opératrices d'AGR, qui sont très, très, très organisées et qui sont en train de vraiment de gérer leur AGR. Donc, ça, cette formation, c'est dans le cadre de l'alphabétisation. Vous voyez? Donc, c'est pour dire qu'à Kolokani, à Ekibougou, comme elle l'a dit, les femmes sont très, très, très bien organisées dans le cadre de l'alphabétisation. Maintenant, ma question que j'ai à l'endroit de Madame de l'Afrique du Sud,
J'ai compris que la fondation de l'éducation des adultes relève de la tutelle de l'éducation de base. Je me demande maintenant, est-ce qu'il y a singulièrement, au niveau de l'Afrique du Sud, est-ce qu'il y a singulièrement quelque chose qui est développé pour les femmes dans le cadre de la discrimination positive? Quand on sait que généralement, le taux d'analphabétisme est plus élevé chez les femmes que les hommes, est-ce qu'en Afrique du Sud, il y a des activités qui sont menées, des programmes qui sont menés singulièrement pour les femmes dans le cadre de la lutte contre l'analphabétisme? C'était ma question. Je vous remercie bien. Allô? 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 That question was directed at you, Kaylee Ann. He wants to know if we have programs that specifically targets women and helping them with literacy, numeracy, and so on. Yes, we do have many programs. In South Africa, there's a lot of non-government organizations that offer support and programs to women and men. And the NGOs do good work, a lot of good work in our communities, yes. People can also access adult learning in their workplaces. So, for example, I worked as an adult educator at the SAPS police station, where we went to the SAPS offices, and then anyone who didn't have a matric, they would come to the classes were in the workplace, they would come to the classes and we would teach them there so that they can access their level 1 or level 4 and then matric certificate. So we do have programs in workplaces and in communities at libraries as well. They offer adult learning programs, yes. Right. I think that answers Mr. Abdurrahman's question, if I am correct. Yeah, we are going to now end the plenary discussions there. I want to thank our two presenters, and also I want to thank our participants for the questions. If there are any questions in the chat that has not been answered, we will download those and send it through so that it can get answered, and then we will find a way to distribute it somewhere. Yeah, so we just have just quickly want to introduce everyone who's not aware to the Mojak platform and what we do. So I am going to hand over to my colleague Dyson, who will be handling that. Are you ready, Dyson? Yes, I'm ready. All right. Good afternoon, everyone. Unfortunately, I think my video is not working. It seems you can't see me, but I will proceed. My name is Dyson Ntawanji. I'm the Communications and Program Officer for DVV at the Region Office based in Lilongwe, Malawi. So I just want to share you with you about Moja. Moja is part of African Continental Project. So this one is an online resource platform which targets public sector, private sector, civil society, and academia. So it brings together all these categories of people. This is a place where you can connect and access a content regarding adult learning and education in Africa. So under Moja, some of the benefits is that you access the magazine, which carries different articles about the mentioned topic across the region. You can also get resources regarding adult learning and education. You can post events that are happening in your country about adult learning and education. We also have webinars. The best example is what we have had today.
on the role of women regarding the particular article. So we have these almost monthly. So there are general webinars, and we also have social engaged scholarship that target the people who are working in academic institutions in line with adult learning and education. We also have a Moja journal, which carries articles about adult education on a particular topic. And another benefit is capacity building. We have trainings about which target the mentioned groups, private sector, public sector, civil society, and academia. And publications, we aim to help organizations raise their profile and learn essential communication skills. And on community, the membership of Moja is free. So if you are in this sector, you are free to register to become a member of Moja. And I should take this opportunity to assign you to carry the message for those who are in the sector, but they don't know about Moja. Tell them that this platform is free and they are welcome to join. When you go on Moja, you will find the country profiles. So if you want to learn more about a particular country regarding adult learning and education, just go on the platform, you find a map, you click a particular country of your interest. For example, if you're interested to know about Malawi, adult learning and education, if you click, it will give you a profile about adult learning and education in this particular country. So this is the map which I was talking about. So what it means here, those that are shaded in green are countries that have got their profile on this platform. So how to register? You're going to become a member of this platform by going to this particular website, www.mojaafrica.net. Then you register, you put your details, and then you become a member so that you can freely upload either articles, events, or other resources. So we are also on social media, so Facebook and other platforms, including YouTube. So that's all about Moja. That's our website. Please visit the website, register if you are not yet registered, and also carry the message to other potential members of Moja, those that are interested with adult learning and education in Africa. Thank you for your attention. All right, thank you, Dyson. Thank you, everybody. That is the end of our webinar. Thank you so much to our two presenters for presenting. Anyone who requested the presentations, we will send that through via email. Yeah, so have a good day, everyone. Bye-bye.